Alors, ceci est l'avant-dernier cours pour cette année, mais aussi peut-être pour l'an prochain aussi. Je risque d'arrêter l'an prochain. Donc le prochain cours sera peut-être le dernier, pas encore certain. Mais l'an prochain, au printemps, nous aurons peut-être un colloque sur les questions de haute résolution angulaire, auquel je vous invite. Bon, alors, et je rappelle qu'il va y avoir 3 cours et séminaires à l'Observatoire de Nice en mai. Bon, le thème général est toujours le même. Et aujourd'hui, je vais parler du concept pour un hypertélescope, pour un grand hypertélescope terrestre, 1000 à 1200 mètres. Et nous aurons le séminaire par Valerio Bozza, qui arrive d'Italie, sur The Big Black Hole in the center of our galaxy, a spectacular gravitational lens. Alors, pour ceux d'entre vous qui préféreraient l'écouter en français, il parle aussi français, donc ce sera à vous de lui dire si vous préférez l'anglais ou le français. Mais ces transparences sont en anglais. Bien, alors, comme toujours, aujourd'hui, plus exactement, il s'agit de savoir, avec un grand hypertélescope, disons 1 km, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant sur les étoiles, leurs planètes, la présence de vie. Peut-être rechercher la présence d'intelligence, les galaxies, l'univers lointain. Bon, alors, cette dernière séance, j'ai parlé d'un petit hypertélescope, d'un prototype que nous construisons actuellement dans les Alpes du Sud, avec une méta-ouverture, c'est-à-dire une ouverture diluée de 57 mètres qui sera en principe extensible à 200 mètres. Quelque chose qui ressemblerait à ça, un miroir géant formé de petits morceaux tenus sur des tripodes en profitant de la courbure d'une vallée assez profonde, qui permet aussi de suspendre un câble qui traverse une caméra sur la surface focale représentée en vert ici. Et cette caméra se déplace tout doucement pour suivre le mouvement de l'étoile et permettre d'observer un peu à la façon d'un vrai télescope, mais qui est ici dilué. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut espérer voir de plus avec un plus grand hypertélescope qui d'une part aurait plus de luminosité, il pourrait en principe avoir une très grande surface collectrice, plus grande sans doute que celle du très grand télescope que veut construire actuellement l'Europe, qui aura une ouverture de 39 mètres. Là, on peut espérer ce qui fait à peu près 1600 mètres carrés de surface collectrice. Et là, on peut espérer, pour le même prix, avoir une plus grande surface collectrice parce que la structure serait moins coûteuse à construire. Il n'y aurait pas besoin d'une grande coupole, il n'y aurait pas besoin d'une énorme monture orientable pour pointer le système. Donc on peut espérer une meilleure sensibilité à condition qu'on arrive à corriger la turbulence atmosphérique aussi bien qu'on espère le faire avec ce grand projet européen. Bon, alors, par exemple, vous savez que l'an dernier, il y a eu des mathématiciens anglais ont cru découvrir dans les données du fond de ciel millimétrique des anneaux dont ils concluent qu'il y a eu des choses avant le Big Bang. Ces anneaux seraient une trace de choses qui seraient produites avant le Big Bang. Bon, alors ça a jeté un pavé dans la mare. D'ailleurs, les pavés dans la mare, ça fait des anneaux, c'est pour ça. Ils viennent de sortir un nouvel article qui précise et confirme leurs statistiques, semblant démontrer que
des explosions qui seraient produites avant le Big Bang dans certains amas de galaxies ou certains noyaux de galaxies auraient pu causer ces anneaux à différentes périodes avant le Big Bang. Bien. Alors, évidemment, il faut observer en longueur d'onde millimétrique pour voir ce genre d'effet, dans l'espace de préférence, mais il n'est pas exclu qu'un très grand télescope travaillant dans le visible ou l'infrarouge proche et lointain puisse contribuer à ce genre d'observation. Bon, SETI. Alors SETI, vous savez, ça veut dire recherche d'intelligence extraterrestre. Il n'y a pas que dans les films de science-fiction qu'on en parle. Et vous savez que depuis 40 ans, il y a aux États-Unis notamment un programme d'écoute radio utilisant les plus grands radiotélescopes, notamment le radiotélescope d'Arecibo, peut-être 300 mètres, 330 mètres, pour essayer d'écouter les émissions radio qui viennent d'un peu partout dans l'univers et essayer de voir s'il y a quelque chose qui a l'air intelligent dans ces signaux. Et vous savez aussi que vous pouvez vous-même y participer en traitant des données. Vous savez qu'ils ont trop de données, ils sont inondés de données, leurs ordinateurs ne sont pas assez puissants et qu'ils ont invité tous ceux que ça intéresse à recevoir des paquets de données et à faire tourner leur ordinateur la nuit quand ils ne s'en servent pas pour traiter ces données. Donc vous pouvez contribuer à ça. Alors pour l'instant, ils n'ont rien découvert, mais ils n'ont pas perdu espoir et ils continuent. Bon, alors ce programme d'écoute radio recherche des émissions passives, c'est-à-dire des émissions qui ne seraient pas dirigées vers la Terre, par exemple comme nos émissions de télévision ou de radio sur Terre, dont une partie s'échappe dans l'espace et serait observable à des années-lumière par des extraterrestres. Bon. Et ils pensent avoir suffisamment de luminosité pour pouvoir détecter de telles émissions passives à très grande distance. Bon, et puis il y a aussi depuis quelques années un effort de recherche optique d'impulsion laser. Le raisonnement étant que s'il existe des intelligences lointaines, il se peut qu'elles pointent un puissant laser vers nous, la Terre, qu'elles ont été capables de se rendre compte qu'il se passait des choses intéressantes sur Terre. Peut-être qu'elles ont détecté les flashs des bombes atomiques à Hiroshima, Nagasaki, ce qui est l'une des choses qui se voit le mieux de loin, et qu'elles dirigent un puissant faisceau laser pour essayer de nous prévenir qu'elles sont là. Donc c'est sur ce raisonnement qu'ils recherchent, qu'ils essaient de voir près d'étoiles proches si, mélangées à la lumière de l'étoile, qui est évidemment beaucoup plus intense, ils arrivent à avoir de très faibles impulsions laser. Bon, il y a un programme en cours à l'observatoire de Lick avec un télescope de 1 mètre que voici, et voici la personne qui observe avec 3 photomultiplicateurs pour essayer de discriminer les photons par photon, la lumière de l'étoile observée pour essayer de voir s'il peut y avoir une composante avec des impulsions très très brèves qui serait produite par un laser. Bon, alors dans ce cas, ce qu'ils recherchent, c'est des émissions laser intentionnelles visant la Terre. Pas des émissions qui seraient divergentes vers tout l'espace, parce qu'il faudra énormément de puissance à ce moment-là, puissance émise, pour qu'on arrive à détecter quelque chose. Par contre, un laser modérément puissant qui viserait la Terre à travers un télescope de dimension modérée pourrait émettre un faisceau extrêmement directif vers la Terre, très peu divergent, et donc on pourrait en principe recevoir des impulsions distinguables de la lumière de l'étoile. Alors évidemment, si on fait ça, au lieu de faire ça avec un petit télescope de 1 mètre très modeste, si on fait ça avec un grand télescope ou même un hypertélescope, on gagne énormément, notamment parce qu'on peut espérer séparer la source de la lumière, laser, c'est-à-dire la planète ou les environs de la planète, de son étoile.
Donc avoir une image où on voit l'étoile très brillante, et puis à côté la planète extrêmement faible, par exemple 10 milliards de fois plus faible. Vous savez que la Terre vue de l'espace, ça paraîtrait 10 milliards de fois plus faible que le Soleil, extrêmement faible, très difficile à voir à cause de la lumière parasite qu'engendre le Soleil ou l'étoile. Et donc si on peut séparer dans une image, on y gagne énormément, et on peut mettre une caméra avec un détecteur sur la planète et sur la source laser pour mieux distinguer la source laser. Bon, et dans ce cas-là, on gagne tellement en sensibilité qu'on pourrait rechercher des émissions laser non intentionnelles, c'est-à-dire des émissions laser non directives dans un angle large. Voilà. Alors, en particulier, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme source laser non intentionnelle? Eh bien, il peut y avoir, par exemple, des signaux de communication internes. Supposez, vous savez que les agences spatiales s'apprêtent à communiquer dans l'espace entre satellites par un rayon de laser. Eh bien, alors il y a un petit peu de lumière qui s'échappe au-delà de la cible et qui continue vers les étoiles lointaines. Eh bien, si ce genre de choses existe des années-lumière dans une autre civilisation, eh bien, on pourrait éventuellement détecter cette lumière laser très, très directive qui s'échappe. Bon, une autre source possible d'émissions laser non intentionnelles, ça pourrait être une flottille hypertélescope telle que celle que nous avons proposée pour mettre près de la Terre. J'en ai déjà parlé, je vais en dire deux mots. Bon, j'avais l'an dernier, je crois, et l'année précédente, expliqué comment, en principe, sur le papier, on saurait faire une flottille de tout petits miroirs. En voilà un, vous voyez, ils ne sont pas gros. Et ça s'achète presque chez le marchand du coin. C'est un miroir membrane, très mince et très léger. Et si vous prenez un miroir semi-transparent, d'ailleurs vous voyez, on voit le doigt à travers là. Si on prend un tel miroir et qu'on envoie deux ondes laser symétriquement de chaque côté qui se propagent dans le sens inverse, ces deux ondes forment des interférences qui sont des ondes stationnaires, c'est une espèce de millefeuille de lumière qui bisectent les deux plans d'ondes. Et si vous mettez votre miroir dans ce millefeuille, eh bien, il tend à se piéger. Il tend à se piéger par effet de pression de radiation. S'il se déplace un tout petit peu, l'équilibre des ondes réfléchies et transmises qui interfèrent est perturbé, et ça tend à le ramener à sa position initiale piégée. Donc c'est un moyen de positionner de façon extrêmement précise ce miroir, c'est ce dont on a besoin. Et si vous prenez un laser, une lentille, une lame semi-réfléchissante ici, qui envoie la moitié de la lumière sur un miroir convexe ici, l'autre moitié arrive sur un autre miroir convexe ici. Ces deux miroirs fabriquent chacun une onde divergente, celle-là et puis l'autre, celle-là. Ces deux ondes interfèrent ici, font des ondes stationnaires, ce sont ces lignes qu'on voit ici, c'est-à-dire une stratification de lumière extrêmement serrée, un lambda sur 2, c'est-à-dire un huitième de longueur d'onde, c'est-à-dire presque un dixième de micron en lumière visible. Et si vous lâchez plein de petits miroirs ici, en principe, ils vont se coller sur les ondes stationnaires, être piégés, ce qui définira leur forme de façon extrêmement précise. Alors en plus, vous pouvez travailler en polychromatique, c'est-à-dire faire varier la longueur d'onde du laser du rouge vers le bleu, et puis recommencer pour resserrer les ondes stationnaires et attraper, s'il y a des miroirs qui se sont échappés, ça les attrape et ça les ramène sur l'interférence centrale, en principe. Bon, et alors une fois que vous avez défini cette surface ici, vous pouvez vous arranger pour qu'elle soit parabolique. En principe, elle est hyperbolique si vous avez deux points sources virtuels ici,
ça fait des interférences hyperboliques, mais si vous tordez un peu l'un des miroirs ici, vous pouvez transformer en parabolique. Pourquoi parabolique? Parce que c'est ce qu'il faut pour que ce miroir géant en petits morceaux ici soit capable de focaliser strictement la lumière d'une étoile lointaine qui serait située sur l'axe, en jaune ici, et qui viendrait se focaliser sur une caméra située à peu près ici. Bon, puis alors pour économiser la lumière du laser, on peut rajouter quelque part par ici une trame de micro-lentilles de telle manière que pour ne pas tout éclairer, pour n'éclairer que les parties utiles, c'est-à-dire que les miroirs, c'est-à-dire envoyer des rayons relativement minces ici, dont chacun va tomber sur l'un des miroirs. Voilà. Bon, moyennant quoi, il suffit d'assez peu de puissance laser au total pour ceci. Bon, et puis alors l'idée, c'était ce que nous avons proposé aux agences spatiales, c'était de mettre ça au point de Lagrange L2, qui se trouve à 1 million de kilomètres de la Terre à peu près, dans le cône de pénombre du Soleil. Ça c'est le Soleil, ça c'est la Terre, ça c'est le cône de pénombre. Et ici, il y a de la pénombre, et donc on n'est pas trop perturbé par la lumière du Soleil. Par contre, le laser, lui, il faut qu'il ait des photopiles pour l'alimenter, il faut donc qu'il soit au Soleil, donc il faut qu'il soit un petit peu plus loin dans la lumière. Et puis votre hypertélescope vise une étoile qui se trouve par là, par exemple, et vous pouvez le faire pivoter comme ceci, et au fil de l'année, vous pouvez couvrir tout le ciel. Bon, donc ça paraît. Donc en principe, on a fait quelques simulations. En principe, et il y a même une manip, une expérience de simulation en labo sous ultravide qui a été démarrée par les collègues à Sofia Antipolis, Umberto Bortolozzo notamment, et Stefania Residori. Et si on arrive à le faire marcher, évidemment, ça peut faire un instrument extrêmement puissant dont la dimension pourrait être, on ne sait pas très bien, peut-être 100 km. Et ça se fera peut-être un jour. Et on se dit que s'il existe des extraterrestres un tout petit peu plus évolués que nous, il suffit de 50 ans d'avance, eh bien, ils ont peut-être déjà des choses comme ça à leur point de Lagrange. Et il y a quand même des faisceaux laser relativement puissants et qui s'échappent parce que le faisceau laser, après être arrivé ici, il y a la moitié qui est transmise, la moitié qui est réfléchie, donc il y a plein de faisceaux laser, il y a un éventail de faisceaux laser qui s'échappent par là et un autre qui s'échappe par là. Alors si nous sommes très loin et que nous passons dans l'un de ces rayons, eh bien nous le verrons relativement intense. Donc ça peut être un moyen de détecter la présence de ce genre de gadget à des années-lumière. Alors voilà à quoi ressemble l'oursin de lumière, si on peut dire, une espèce d'aiguille de lumière qui sont tous les faisceaux laser s'échappant de la zone ici où il y a les miroirs. Alors évidemment, on a dit que l'hypertélescope, c'est le télescope géant du pauvre. Si on était assez riche, il vaudrait mieux faire un télescope complet, avec un miroir complet, plutôt qu'un miroir dilué. On y gagnerait en luminosité. On y gagnerait beaucoup en luminosité. Bon. Mais alors, on ne sait pas si les extraterrestres sont pauvres ou riches. Et alors, peut-être qu'ils ont en fait, non pas un truc dilué, mais un miroir complet. Alors, on peut faire aussi un miroir complet avec la même technique, avec deux faisceaux laser en piégeant des petits morceaux de miroir, mais qui couvrent de façon dense le miroir. Donc ce sont des vrais télescopes géants. Et en principe, ce serait réalisable à l'échelle de 1 km, 100 km peut-être. Nous avions fait une proposition, avant de parler d'hypertélescopes piégés par laser, nous avions fait une proposition à la NASA pour un miroir géant comme ça, piégé par laser. La NASA avait financé une étude d'où il était ressorti que oui, c'est peut-être bien faisable. Bon,
Alors, il se peut que les extraterrestres aient déjà des miroirs géants comme ça, complets, non dilués. Donc, est-ce détectable ce genre d'éventail de lumière? Bon, ben, on peut calculer. Par exemple, si on suppose que la source est à 3,3 années-lumière, c'est-à-dire 1 parsec. Le parsec, c'est l'unité habituelle de distance en astronomie. Ça correspond à la distance telle qu'on ait une parallaxe d'une seconde, une seconde d'arc. Pour l'orbite, le rayon orbital de la Terre autour du Soleil. Bon, les étoiles les plus proches sont un peu plus proches que ça. Il y a quelques étoiles jusqu'à cette distance-là. Bon, alors supposons que chaque faisceau fasse 100 watts de puissance, ce qui n'est pas énorme, et qu'il ait une divergence de 1 seconde d'arc, ce qui donne un élargissement d'une unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, lorsqu'il arrive dans le système solaire. Eh bien, on peut en principe prévoir de capter 55 photons par seconde dans un télescope, par exemple un hypertélescope, qui aurait 5000 m² de surface collectrice. J'ai dit tout à l'heure que le grand télescope, le grand projet européen d'extrêmement grand télescope, aura une surface de 1600 m², donc un peu moins. Bon, alors 55 photons par seconde, c'est bien suffisant pour détecter les rayons, quoique il va y avoir de la lumière parasite. De la lumière parasite, alors ça c'est le lointain système exoplanétaire d'où vient le signal, avec son soleil, son étoile, sa planète abritant les extraterrestres. On ne sait pas s'ils existent, bien sûr, mais il y a des gens qui veulent chercher, pourquoi pas. Et le point de Lagrange L2, quelque part par ici, aligné avec le Soleil, l'étoile et la planète, où serait installé peut-être cet hypertélescope, et c'est lui qu'il faut détecter. Et il peut être plus lumineux, selon ce calcul, il peut être plus lumineux que la planète elle-même éclairée par son étoile. Bon, tout dépend un peu de la divergence de l'angle ici et d'autres paramètres. Donc plus facile à détecter. Et puis surtout, si on le détecte et qu'on voit qu'il a des caractéristiques d'émission laser, notamment si on voit ce fameux balayage de la longueur d'onde du rouge au bleu, ce qui serait facile à détecter, là ce serait une preuve très, très robuste qu'il y a de l'intelligence derrière, que ce n'est pas un phénomène naturel. Bon, alors j'en arrive aux options techniques pour la faisabilité d'un ELITE. ELITE, ça veut dire Extremely Large Hypertélescope. Bon, alors, l'idée serait un peu la même que pour le prototype que nous faisons, c'est-à-dire trouver une grande vallée avec une courbure aussi régulière que possible. Alors, des grandes vallées comme ça, il en existe dans les Andes et dans l'Himalaya, en altitude. Et alors, on peut imaginer mettre des milliers de miroirs, de petits miroirs. Vous savez qu'en principe, plus ils sont nombreux, mieux c'est. Il vaut mieux avoir des miroirs nombreux et petits que gros et pas nombreux, à surface collectrice donnée. Mais à grande échelle, si on augmente l'échelle, alors ça c'est ce que nous avons fait dans le prototype actuel, mais si on fait ça à plus grande échelle, la courbure ne va pas être suffisamment régulière et il faudra soit envoyer un bulldozer et de la dynamite pour modifier la courbure, comme ont fait les Américains sur le radiotélescope d'Arecibo, soit mettre des tripodes très hauts, 10 mètres, 100 mètres peut-être, ce qui sera trop cher et pas assez rigide,
soit trouver d'autres méthodes dont je vais dire deux mots, notamment faire un espèce de filet de câble ou de hamac qui peut être soit orientable, éventuellement parabolique, soit fixe, et qui peut être relié au sol par des tirants pour le stabiliser, comme veulent faire les radioastronomes chinois avec leur nouveau télescope, radiotélescope de 500 mètres. Et eux, ils veulent faire ça pour faire une parabolisation active glissante, pour faire une espèce de déformation baladeuse à la surface du miroir, pour qu'il soit toujours parabolique malgré le déplacement de l'étoile. Bon, ça peut aussi être sphérique, à condition de corriger le défaut d'aberration sphérique. Bon, et combien de segments? Il y a combien de petits miroirs? Ben, par exemple, si on en met 200 x 200, ça fait 40 000. Et s'ils font chacun 20 cm, ça donne une surface équivalente à ce projet européen de miroir de 39 mètres. Bon, alors, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas faire ça plutôt à plat, sur un plateau, en revenant un peu au concept que nous avions proposé dans les années 85 d'un interféromètre. À l'époque, on ne parlait pas encore d'hypertélescope parce qu'on n'avait pas pensé à la densification de pupilles. Mais enfin, pour la partie hardware, ça revient au même. Et l'idée était de rassembler tous les rayons de lumière venant de l'étoile, les faire interférer ici et régler les chemins optiques, les longueurs de propagation de la lumière entre l'étoile, le télescope et la caméra pour les équilibrer toutes à un micron près. Et à l'époque, on avait le choix entre mettre des lignes à retard optique qui ressemblent à ça. Ça, c'est celle du grand interféromètre européen au Chili. Vous avez des tunnels de 100 mètres de long avec des rails de précision, des moteurs de précision qui pilotent un réflecteur miroir qui a une précision meilleure qu'une fraction de micron sur 100 mètres de long pour corriger les longueurs de propagation de la lumière pendant que la Terre tourne et fait dériver les longueurs des trajets de lumière. Alors, ce genre d'engin, on sait faire, ça marche. Ça a même eu de très beaux résultats ces dernières années qui ont propulsé l'Europe au premier rang mondial pour ce genre d'observation. Mais ça coûte très cher et il semble difficile d'en mettre des milliers pour avoir des très nombreux miroirs. Bon, et c'est la raison pour laquelle nous avons renoncé à cette solution plane. Bon, et donc nous avons choisi une solution sphérique ressemblant au radiotélescope d'Arecibo, exploitant un cratère ou une vallée naturelle pour de courbures aussi régulières que possible pour la tapisser de miroirs, de manière à faire l'équivalent d'un miroir géant dilué qui focalise la lumière d'une étoile. Vous avez une étoile jaune ici, elle est focalisée ici vers un foyer qui se trouve à mi-chemin du centre de courbure de la sphère. Mais vous pouvez en même temps, alors vous mettez une caméra ici, munie d'un système optique qui corrige le défaut de la sphère, le défaut optique de la sphère, c'est-à-dire l'aberration sphérique. Vous mettez, mais vous pouvez en même temps avoir une autre équipe qui observe cette étoile rouge ici, qui va former un foyer ici. Vous mettez une deuxième nacelle ici avec une deuxième caméra. Et puis vous pouvez en même temps avoir une troisième équipe ici qui observe une étoile blanche ici. Et puis vous pouvez en mettre peut-être une douzaine d'équipes qui observent une douzaine d'étoiles. Et comme ça, vous améliorez d'un facteur 12 le rapport qualité-prix de votre investissement. Bien, alors c'est ce que nous avons commencé à expérimenter dans cette vallée du sud des Alpes.
Dans cette zone-ci, il y a une courbure relativement régulière, là un peu derrière la crête, on ne voit pas très bien. Et la vallée étant très profonde, on peut tendre un câble en travers pour suspendre la caméra. Oula, j'ai un gros problème mécanique là. Bon, alors, ça c'est l'aberration sphérique, j'en avais parlé la dernière fois. Donc vous avez des miroirs positionnés sur une sphère qui s'encastre le mieux possible dans la vallée. Vous avez un câble qui traverse, sur lequel est accrochée une caméra. Et ça peut se déplacer en tirant avec 3 fils obliques pilotés par ordinateur. Ça peut se déplacer en travers, c'est-à-dire en est-ouest, pour suivre le mouvement de l'étoile. Et en nord-sud, si on veut changer d'étoile. En nord-sud, en coulissant en roulant sur le câble, et en est-ouest, en faisant penduler le grand câble. Bien, alors le même genre de dispositif pourrait en principe être extrapolé à plus grande échelle dans une plus grande vallée. Alors, il suffit de prendre Google Earth et de se balader dans l'Himalaya ou dans les Andes, et on voit toutes sortes de belles vallées, ce qui donne envie d'y aller voir, et notamment, par exemple, celle-ci, qui a l'avantage d'avoir une route. Et le fond est à 4000 mètres, les crêtes sont à 6000. Et il y a quand même un village, là, qui est l'un des plus hauts du monde, vers 4200 mètres, qui se trouve quelque part là-dedans, enfin un tout petit village. Mais c'est très minéral comme paysage, très sec, c'est une région très sèche qui n'est pas affectée par les moussons, parce que c'est la deuxième chaîne de l'Himalaya à partir de la côte, et la première chaîne arrête les moussons. Donc on pourrait en principe essayer d'implanter un grand nombre de miroirs ici. Nous avons une collaboration avec un groupe d'astronomes indiens où nous discutons ce projet. Donc chaque miroir pourrait ressembler à celui-ci, ou peut-être un peu plus grand, porté par un trépied très rigide. Mais si le terrain ne suit pas assez près de la courbure de la sphère, on va se retrouver avec des trépieds très, très grands, 10 mètres, 100 mètres. Bon, c'est trop grand. C'est trop grand et ils ne seront plus assez rigides. Vous savez, en principe, idéalement, il faudrait qu'ils soient rigides et stables à l'échelle du micron ou de quelques microns, à moins de mettre des asservissements pour corriger. Bon, alors, on peut s'inspirer de ce qu'ont fait les radioastronomes à Arecibo. Alors, Arecibo, c'est une cuvette naturelle dans l'île de Porto Rico aux Antilles, où les radioastronomes américains, essentiellement, ont installé la plus grande antenne, le plus grand radiotélescope du monde, 330 mètres de diamètre, en profitant de la courbure d'un trou là, entre les collines. Mais la courbure n'était pas assez régulière. Ils ont envoyé des bulldozers et ils ont mis de la dynamite pour la rendre plus régulière. Mais ils n'avaient pas besoin qu'elle soit très régulière parce qu'en fait, ils ont accroché le miroir à une espèce de hamac en câble, ou de panier à salade, si vous préférez, en câble, suspendu à 3 énormes pylônes qui sont sur les bords de la crête. Et en fait, ce miroir ne touche pas le sol. Il ne touche pas le sol et on peut se promener dessous. C'est une grosse attraction touristique, d'ailleurs, je vous signale. Il y a des belles orchidées. Et alors, ce qui est amusant, c'est que... Et alors, et alors, comme le miroir n'était pas tout à fait assez sphérique, il voulait une qualité de sphère de 1 cm. Ce n'était pas tout à fait suffisant. Ils ont rajouté par-ci par-là, là où il y avait une bosse, ils ont rajouté des petits câbles qui tirent radialement avec un truc de réglage, un ridoir de réglage,
comme sur les haubans des voiliers, pour ajuster, pour effacer les bosses. Bon, mais alors ce qui est très amusant, c'est que ces structures qui pèsent des centaines de tonnes, donc c'est des câbles d'acier recouverts sur lesquels sont boulonnés des panneaux d'aluminium de 1 mm, 2 mètres par 1 mètre, jointifs. Cette structure est très lourde et paradoxalement, si on se promène dessous et qu'on attrape la structure et qu'on tire dessus à la main comme ça, eh ben on la fait bouger de 10 cm très facilement. Hein, c'est l'équilibre entre les forces. Donc il suffit de tirer très peu dessus pour effacer les bosses de façon permanente. Bon, alors en optique, on pourrait faire le même genre de choses, bien que là il serait dilué parce que le mètre carré de miroir optique coûte beaucoup plus cher que la tôle d'aluminium. La tôle d'aluminium suffit en radio parce que la longueur d'onde est plus grande, mais elle ne convient pas en optique. Bon, mais en optique, on pourrait mettre un grand nombre de petits miroirs, et là, il nous faudrait une stabilité, une qualité, une précision, non pas d'1 centimètre, mais de 1 micron, ce qui est beaucoup plus difficile, ou peut-être 10 microns. Bon, et pour ça, on peut reprendre ce système de tirant à partir du sol pour effacer les bosses, mais il faudra un réglage beaucoup plus fin, asservi, avec des micro-actuateurs et un ordinateur qui pilote tout ça et qui tient compte du vent, des crottes d'oiseaux, etc., pour équilibrer tout ça. Alors, les radioastronomes chinois, depuis quelques années, ont entrepris de faire plus grand que le radiotélescope d'Arecibo. Ils ont trouvé une cuvette dans leur montagne et ils s'apprêtent à faire un miroir ressemblant à celui d'Arecibo, mais de 500 mètres. Bon, alors ça ressemble à ça. Et alors là aussi, ils ont mis des tirants. Vous voyez les tirants là? Ces espèces d'épines là. Ces épines d'ours là. Tout ça, ce sont des câbles reliés au sol et ils en ont mis partout. À chaque nœud des câbles, ils ont mis un tirant. Et un tirant motorisé. Alors voilà, vu de près, alors voilà un nœud des câbles. Voilà les câbles qui arrivent, là, qui sont reliés. Et vous avez des panneaux qui sont attachés, des panneaux en aluminium qui sont attachés. Alors voilà quelques panneaux prototypes. Voilà un prototype, voilà un autre un peu différent, voilà un autre encore un peu différent, un autre encore un peu différent. Donc ils vont comparer les qualités. Et ils prévoient de mettre un moteur ici pour tirer sur le câble vertical ici, c'est l'un de ces câbles-là, pour ajuster automatiquement avec l'ordinateur la hauteur de chaque nœud pour avoir une sphère parfaite malgré les tremblements de terre, les coups de vent, etc. Alors après leurs essais, la décision a été officiellement annoncée il y a quelques mois de démarrer la construction du système. Alors, si on veut faire quelque chose du même genre en optique, on peut partir un peu de la même idée, c'est-à-dire faire un filet de câbles, mais au lieu d'avoir des grands panneaux comme les Chinois, ce seraient des petits miroirs qui seraient fixés à chaque nœud, ici, et qu'il faudrait arriver à stabiliser de façon extrêmement précise. Bon, alors ça pourrait ressembler à ça. Voilà un miroir. Au lieu d'avoir un câble qui tire vers le sol, on en mettrait 3, à peu près parallèles, pour pouvoir contrôler non seulement la hauteur du miroir, c'est-à-dire effacer les bosses du métamiroir, miroir géant, mais aussi l'inclinaison locale, l'inclinaison de chaque petit miroir, parce qu'il faut aussi que leurs inclinaisons soient contrôlées finement pour que toutes les images de l'étoile soient bien superposées sur la caméra. Si vous avez un miroir qui se met un petit peu de travers, et bien l'image qui va envoyer vers la caméra là-haut va sortir, va se déplacer et va plus être superposée que les autres. Donc il faut
piloter ça de façon assez fine, de l'ordre d'une précision de l'ordre d'une seconde d'arc. Et ça peut se faire en mettant ici trois petits actionneurs moteurs de précision micrométrique qui vont permettre de régler à la fois les deux angles et la hauteur. Bon, à condition qu'il y ait des signaux d'erreur, à condition qu'il y ait de quoi servir, c'est-à-dire qu'il y ait des senseurs qui disent quelles sont les erreurs. Bon, ça on sait faire, c'est un problème d'optique. Bon, et alors par exemple, ces câbles, là, ça pourrait être des tiges en carbone. Pourquoi des tiges en carbone? Parce que c'est extrêmement raide. C'est 5 fois moins élastique que l'acier, à poids égal. Et c'est un autre intérêt, c'est que ça peut avoir un coefficient de dilatation nul. Vous savez que le tube, c'est que le télescope Hubble a un tube en poutrelle. Ces poutrelles sont en carbone pour ces raisons-là. Et ça évite, quand le télescope passe dans l'ombre de la Terre toutes les 45 minutes, enfin, toutes les 90 minutes, il se refroidit, et il aurait tendance à se contracter, ce qui défocaliserait l'image. Et c'est grâce à cette dilatation nulle du carbone qu'ils évitent cette contraction et qui gardent une image bien focalisée. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu les solutions mécaniques possibles pour faire ce genre de choses. Bon, le problème, c'est que de temps en temps, il faut donner un coup de nettoyage sur les miroirs pour retirer les crottes d'oiseaux et autres, que la pluie ne suffit pas à retirer. Et donc, il faut pouvoir y accéder facilement. On ne va pas grimper là-haut avec une échelle. Il faut pouvoir descendre les miroirs. Alors, on peut mettre un système de poulies qui permet de descendre le miroir et de le remettre. Bon, on peut aussi imaginer une structure mécanique légèrement différente. Vous auriez ici une rotule, et puis ici les trois fils qui permettent de régler, et les trois moteurs qui permettent de régler l'inclinaison et la hauteur du miroir. Bon, et puis alors, comment mesurer les erreurs? Eh bien, vous pouvez avoir un viseur ici, un coin de cube à miroir, un trièdre à miroir qui permet de superposer l'image de l'étoile et l'image de la caméra située au foyer, ce qui permet de régler les inclinaisons. Et vous pouvez ajouter un gadget qui envoie des impulsions laser, qui chronomètre des impulsions laser vers la nacelle focale, par exemple, ou vers le centre de courbure, où se trouve un réflecteur. Et donc vous avez un retour de lumière. Et si vous chronométrez avec une très grande précision le temps de vol aller-retour d'une impulsion, eh bien, ça vous donne la distance, connaissant la vitesse de la lumière. Et on trouve dans le commerce pour pas cher des petits gadgets de poche comme ça qui vous permettent de mesurer un dixième de millimètre à plusieurs centaines de mètres de distance. Donc c'est extrêmement précieux pour ce genre d'installation. Bon, ça j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc dans le cadre de l'Himalaya, ça pourrait ressembler à ça. Vous auriez une grande vallée, vous auriez cette méta-ouverture de 1 km, par exemple, peut-être 1200 mètres. Ce serait possible dans la vallée de Spiti dont je vous ai parlé. Et le foyer ici. Alors, il y aurait même une possibilité d'avoir un grand miroir, ce filet de câble, qui ne soit pas statique, mais qui puisse s'incliner,
qui puisse s'incliner en est-ouest autour d'un axe défini par un pivot ici et un pivot là, ce qui permettrait de poursuivre le déplacement de l'étoile en gardant la même partie du miroir utilisé, et ça, ce serait intéressant si on veut faire un miroir parabolique. Alors qu'actuellement, en quelque sorte, si avec un grand miroir fixe, quand l'étoile se déplace, on a en quelque sorte le faisceau de lumière qui glisse le long du miroir, ce qui, dans le cas d'un miroir parabolique, oblige de le déformer pendant la poursuite. C'est ce que font les Chinois, ce que veulent faire les Chinois sur leur système. Bon, alors la nacelle focale. Alors la nacelle focale, actuellement, dans l'Ubaï, elle est suspendue à un câble de 800 mètres qui traverse la vallée, ce qui n'est pas toujours très facile à gérer, notamment quand il y a du vent. Mais il y a peut-être une solution plus souple et légère, c'est le cas de le dire, qui serait d'utiliser un mini hélicoptère, ou plus exactement ce qu'on appelle un quadcoptère, c'est très à la mode, parmi les constructeurs de modélisme, une espèce de petits hélicoptères grands comme ça qui a 4 hélices électriques, des batteries, et qui est censé être plus stable et plus facile à piloter qu'un hélicoptère ordinaire. Bon, alors on pourrait en principe fixer un miroir dessous, un petit miroir dessous qui renverrait la lumière vers le sol, ou bien une petite caméra pas trop lourde. Et on peut espérer arriver à piloter ce genre de truc avec un ordinateur et avec ce qu'il faut comme senseur avec des rayons de laser, arriver à le piloter avec une précision de l'ordre du millimètre au mieux, pour remplacer le grand câble et porter la caméra focale. Alors, il y a quand même quelques difficultés actuellement. C'est d'abord l'autonomie. Actuellement, avec les meilleures batteries au lithium, l'autonomie dépasse guère quelques dizaines de minutes, 40 minutes, ce qui est un peu court. Mais on commence à trouver en laboratoire une nouvelle génération de batteries au lithium qui pourraient être améliorées d'un facteur 100 au point de vue capacité par rapport au poids. Alors ça, c'est extrêmement excitant et ça dépasserait, à ce moment-là, ce que fait le réservoir d'essence. Vous savez qu'actuellement, un réservoir d'essence, ça stocke beaucoup plus d'énergie par kilo qu'une batterie au lithium. Et c'est l'argument des constructeurs automobiles qui ne veulent pas passer à la voiture électrique. Mais ça pourrait ne pas durer. Ça rappelle un petit peu, il y a un siècle, vous savez, il y avait la bataille entre le plus léger que l'air et le plus lourd que l'air, ceux qui voulaient construire des ballons, ceux qui voulaient construire des engins pétaradants. Bon, et puis il y a une autre approche très intéressante. C'est ce qu'on appelle la pile à combustible, où vous oxydez à froid un carburant, hydrogène par exemple, et ça vous dégage de l'électricité, et ça rejoint un petit peu la digestion naturelle. Vous savez, la digestion, c'est une oxydation à froid, et ça a probablement énormément d'avenir. Bon, et puis alors on trouve également quelques bricoleurs qui se sont amusés sur un engin comme ça, à fixer dessous une photopile, qui ne passe pas forcément très lourd. Vous savez qu'il y en a en plastique qui font 10 microns d'épaisseur, voire même quelques microns et qui ne pèsent rien du tout. Et puis en mettant au sol un petit laser, quand même plus gros que celui-là, qui éclaire la photopile, et ben ça vole tout seul sans batterie. Et c'est très amusant. Bon, mais alors si on veut porter 1 kilo, il faut quand même un laser assez costaud, et ça c'est c'est pas très commode. Bon, et puis alors asservir la position à 1 millimètre ou mieux. Enfin déjà 1 millimètre c'est pas mal, parce que si on arrive à le stabiliser à 1 millimètre, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent évidemment. Si on arrive déjà à stabiliser à 1 millimètre, on peut toujours rajouter sur le système un petit chariot micrométrique qui corrige les résidus avec une précision de 1 micron éventuellement.
Et donc, ce serait déjà très intéressant. Et donc, ce genre de gadget pourrait permettre de se passer d'un grand câble, et ce serait peut-être beaucoup plus amusant. D'autant que vous savez que les cercles de montagne, bien souvent, c'est des parcs naturels, et que les parcs naturels ont horreur qu'on mette des câbles en travers, alors qu'ils toléreraient peut-être plus facilement ce genre de choses. Bien, alors, un point crucial pour ces projets, c'est est-ce qu'on sera vraiment capable de mettre en phase, de corriger les défauts de phase qu'introduit l'atmosphère, d'abord sur une étoile brillante. Sur une étoile brillante, ça semble possible, comme en utilisant le même genre de système d'optique adaptative qu'on commence à utiliser sur les grands télescopes, qui donnent des résultats mirobolants. Mais aussi sur des étoiles très faibles, trop faibles pour qu'on puisse exploiter leur lumière pour mesurer les erreurs de phase. Bon, alors j'en avais parlé la semaine dernière. J'avais dit que ce qui commence à se faire, c'est d'utiliser un rayon de laser émis par le télescope ou par un petit télescope auxiliaire en direction de l'étoile qu'on observe pour éclairer la couche de sodium à 92 km d'altitude et faire un point brillant, créer un point brillant qui sert d'étoile artificielle, plus brillante que l'étoile naturelle, et permettant d'extraire l'information sur les erreurs de phase que crée l'atmosphère, ce qui permet ensuite d'actionner un miroir déformable corrigeant les bosses de la surface d'onde. Bon, alors depuis quelques années, ce genre de système donne des résultats spectaculaires qui étaient inespérés il y a 20 ans, en permettant de voir avec la résolution théorique, c'est-à-dire par exemple un centième de seconde d'arc avec un télescope de 10 mètres, télescope Keck, des étoiles qui peuvent être extrêmement faibles, ou des galaxies lointaines, des choses extrêmement faibles. Ce genre de résultat. Bien, alors j'ai dit quelques mots la semaine dernière de la façon de faire ça. Ce n'est pas très facile à visualiser. Enfin, en gros, l'idée, c'est de mettre quatre petits lasers qui projettent 4 spots, qui projettent des spots, une grille de spots sur la couche de sodium. Bon, là, j'ai essayé de faire un dessin qui explique un petit peu mieux la disposition. Bon, en gros, un point de la couche de sodium reçoit 4 rayons qui se superposent là, qui forment des... En fait, ils sont mal superposés, mais en réalité, ils sont supposés être bien superposés, qui forment des interférences à 4 faisceaux. Et ces interférences, une partie de la lumière est rétrodiffusée partout, mais il y en a un petit peu, tout petit peu, très peu malheureusement, qui repasse par les mêmes 4 ouvertures et qui retourne vers le foyer où se trouve la caméra. Et on peut exploiter l'image de retour avec ces interférences pour calculer les erreurs de phase introduites par l'atmosphère. Bon, alors, il revient même de dire qu'on a 4 lasers ici près du foyer, le foyer est par là. On a 4 lasers, et si ils éclairent chaque miroir, en particulier celui-là, et ce miroir-là renvoie donc 4 faisceaux vers la couche de sodium, et ces faisceaux se combinent avec ceux venant des autres miroirs, comme c'est indiqué ici. Bon, voilà une autre façon de le représenter, en supposant que le miroir géant est remplacé par une lentille géante, pour y voir plus clair. C'est la couche de sodium. Là, on a 4 points sources. En fait, là, on fabrique les 4 faisceaux. Au lieu d'avoir 4 lasers, on a un seul laser qui fabrique 4 faisceaux. Voilà de plus près, vous avez un laser, vous avez une trame de micro-lentilles, ensuite vous avez
Donc vous avez une première trame de micro-lentilles ici, vous en avez une deuxième ici pour diluer le faisceau. Ensuite, vous avez un réseau de diffraction croisée, puis vous avez encore une lentille. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ici, vous avez 4 spots éclatés par le réseau croisé. Et puis vous allez vers le grand miroir dilué, la couche de sodium, et puis ça revient ici. Une partie revient ici sur la caméra science, c'est-à-dire celle qui est censée voir l'étoile. Et puis une autre partie revient ici vers la caméra qui, elle, voit les interférences et est censée piloter l'ordinateur qui va corriger les défauts de phase avec un miroir déformable. Bon, enfin, c'est un petit peu difficile à visualiser. Si vous voulez des précisions, vous trouverez dans nos articles. Voilà, en conclusion, évidemment, dans l'espace, on fera un jour peut-être beaucoup mieux que ce que j'ai expliqué là, à des échelles beaucoup plus grandes, puisque sur le papier, on saurait déjà le faire aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait mûr techniquement et c'est relativement cher. On saurait faire 100 km, météo-ouverture de 100 km, voire 100 000 km. Hein, ce qui donnerait évidemment une vue de l'univers incomparablement plus riche et précise que ce qu'on peut avoir actuellement et avec les hypertélescopes au sol dont je parle ici. Bon, enfin, en attendant ça, on a peut-être le temps de construire et d'exploiter des grands hypertélescopes sur Terre, à l'échelle d'1 kilomètre par exemple, qui présentent déjà un potentiel de science extrêmement large. Bon, ce sont des instruments à tout faire, hein. C'est comme les bons vieux télescopes traditionnels qui permettent de voir des choses extrêmement variées pour tous les goûts, des planètes, des astéroïdes, des étoiles, des galaxies, etc. Bon, il y a une grande diversité d'objets intéressants dans le ciel dont on aimerait bien comprendre le fonctionnement. Bon, les hypertélescopes d'eux-mêmes permettront de voir une grande diversité d'objets. Mais un point crucial, c'est qu'il faut vérifier cette possibilité de mise en phase par étoile guide laser, tant qu'on observera depuis la Terre. C'est un point très important parce que si on n'y parvient pas, ça veut dire qu'on ne pourra pas observer d'objets faibles, ou du moins pas avec la résolution théorique. Alors, c'est aussi une inquiétude pour les constructeurs du grand télescope mosaïque européen de 39 mètres, pour qui c'est également essentiel de pouvoir faire fonctionner une étoile guide laser. Et ça c'est un souci non négligeable. Alors là, nous avons démarré une simulation en laboratoire dont Paul Nunez a parlé lors d'un séminaire la fois précédente. Et nous espérons, et si ça marche en laboratoire, nous espérons utiliser comme banc d'essai sur le ciel le prototype dans l'Ubaï. Voilà. Je vous remercie. Nous avons le temps pour quelques questions.